Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor et un X n'a jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché? J'ai un trésor. Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasses et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Nous héritons tous et toutes d'un sac de nœuds composé d'histoires, de drames, de deuils non résolus. Nos grands-parents ou nos parents ont parfois essayé, pour notre bien, de nous protéger quand nous étions enfants, en nous disant rien de ces traumatismes. C'est pour ton bien qu'on ne te raconte pas la guerre. C'est pour ton bien qu'on tait que nous sommes des immigrés. C'est pour ton bien qu'on ne t'emmène pas au cimetière. Eh bien, ils laissent derrière eux un chantier monstre dans lequel nous trébuchons et nous faisons mal en permanence. J'ai coutume de dire que les êtres humains sont comme les vaches. Ils ruminent, et ils le font toute leur vie et sur plusieurs générations. Ils ruminent leurs secrets de famille, leur deuil non fait, et leur bonheur passé, leurs sentiments d'injustice, leur rancœur, etc. Et jusqu'à ce qu'ils cessent de ruminer, jusqu'à la levée du secret, l'histoire familiale se répète. Ces mots, ce sont ceux d'Anne Ancelin Schutzenberger, psychothérapeute, groupe analyste et psychodramatiste. Elle est également la créatrice de la psychogénéalogie. Ces mots, ils résument parfaitement le pourquoi de cet outil, dénouer le sac de nœuds transmis par nos ancêtres afin de vivre une vie plus légère et plus alignée. Cet épisode est une invitation à découvrir plus en profondeur cet outil puissant. Avec Evelyne Bisson-Geoffroy, qui a travaillé pendant de nombreuses années aux côtés d'Anne Ancelin Schutzenberger, nous répondons aux questions que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est? À quoi cela sert? À qui cela s'adresse? Comment ça se passe? Tout cela en s'appuyant sur des anecdotes personnelles et des cas clients. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous laisse plonger avec Evelyne et moi à la découverte de la psychogénéalogie. Si on revient à Anne et la psychogénéalogie, j'allais te proposer qu'on rentre un petit peu dans le sujet. C'est marrant, je réécoutais, tu sais, l'émission là que tu as fait récemment à la radio, où il y avait un micro-trottoir où la personne avec le micro allait demander aux gens qu'est-ce que c'est pour vous la psychogénéalogie. Et comme tu me l'as rappelé, en fait, à part une personne, chacun avait une idée, alors peut-être pas hyper claire et précise, mais tu disais, rattaché à son expérience. Tout à fait. Comment on pourrait, je disais, comme le ferait peut-être Françoise Dolto, faire ça hyper clairement et simplement pour expliquer ce qu'est la psychogénéalogie. Ouais. Alors, d'abord, c'est, comme le mot l'indique, c'est de la psychologie appliquée à la généalogie. Est-ce que ça te va? Oui. Oui. Alors bon, après, moi, je suis pas le bon exemple parce que je sais maintenant, en tout cas un petit peu plus peut-être que beaucoup de personnes ce que c'est. Peut-être, tu parlais plutôt de la conférence d'Anne sur justement tout ce qui était secret de famille, transgénérationnel. Peut-être ça qu'on peut préciser. Surtout. Voilà. Parce que les exemples que les gens ont donnés sur le trottoir quand on les a interviewés, c'était parce qu'elles avaient des exemples. Par exemple, c'est une répétition de mourir sans avoir dit au revoir. C'était une des choses que la femme ou l'homme qui avait été interviewé racontait. Et quand il y a des répétitions comme ça, elle a dit, moi je ne veux pas que ça se passe, et déjà j'ai peur que ça se repasse une troisième fois. Et en effet, dans la psychogénéalogie, quand est-ce qu'on y vient? On y vient lorsque il y a des répétitions, des mal-être, et des maladies qui se répètent. Un mal-être intérieur, etc. Donc, quand il y a ces répétitions, les gens, ils se posent des questions, quoi. Ils se disent, mais comment ça se fait que ça fait 3 générations que nous avons tous le même problème, ou la même maladie, etc. Et là, ils commencent à être éveillés à ces répétitions nombreuses, les cancers, etc. Évidemment, les médecins disent que c'est génétique. D'accord. Alors Anne, quand elle faisait, on l'appelait la folle. Vous savez que tous les gens, c'est elle qui l'a créé. Oui. Le concept qu'elle a créé.
Et on l'appelait la folle, parce que les médecins disaient que toutes les répétitions venaient, que les répétitions du corps venaient de la génétique. Et alors elle a dit, elle a dit au médecin, est-ce que si je trouve des répétitions de les accidents, est-ce que vous trouvez également que c'est génétique? Certainement pas. Bon, alors elle s'est mise, les accidents la passionnaient. Elle me dit, Evelyne, qu'est-ce que vous me racontez là sur la personne? Alors là, elle était contente, parce que là, on pouvait pas lui dire. Et alors, il y a les répétitions sur tous les accidents. C'est passionnant, ça. Ouais, ouais. Bon. Ensuite, il suffit de lire d'ailleurs Aïe mes aïeux. Oui, elle donne plusieurs beaucoup exemples. Ouais. Beaucoup. Et pour parler de la répétition, c'est qu'au-delà du fait que l'accident se répète, on peut voir des similitudes aux mêmes âges ou aux mêmes dates ou avec des effets anniversaires. Oui. Alors moi, j'ai essayé justement dans mon livre L'héritage invisible de mettre des choses très différentes et moins exceptionnelles que celles de Anne. Parce que si on réfléchit au livre de Anne qui est absolument passionnant et qui est notre Bible, je voulais mettre des exemples de mes clients, que nous appelons clients ou patients comme vous voulez. Eh bien, je voulais justement mettre des choses un peu plus proches de nous, voilà. Parce que dans les exemples qu'elle donne, ils sont quand même forts. Pas que les miens ne soient pas forts, mais je voulais aussi faire un livre plus simple que le sien. Parce que même des psychologues me disent « Ah, c'est pas toujours très facile à lire ». Alors je leur disais toujours, après la formation, ça sera très facile. Bon, mais ceux qui n'ont pas fait la formation, c'était un peu touffu, me disait-il. Et donc, moi j'ai essayé de faire un livre moi j'appelle ça faire un livre comme Sortir du deuil. D'ailleurs, nous avons écrit ensemble pour L'homme de la rue. Elle faisait plutôt des livres pour les universitaires. Et moi non. J'écris pour celui qui lit dans le métro. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a de moins en moins, mais ça existe encore. Pour rebondir sur ce que tu dis, que ce soit L'héritage invisible et le livre écrit à quatre mains sur le deuil avec Anne, je pense, ta force, effectivement, d'arriver à écrire les choses simplement. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que tout est lié à des exemples, et des exemples de personnes, des vrais exemples, et ce qui rend tout de suite les choses beaucoup plus vivantes et proches de nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a préparé un peu l'épisode, je te disais que plutôt que d'expliquer des concepts ou de faire des définitions, d'essayer effectivement de donner quelques clés. Alors ça ne va pas remplacer ton livre, et j'encourage tout le monde à le lire si ça intéresse les personnes, parce que c'est moi je l'ai dévoré, je t'avais dit, en une demi-journée. C'est un peu plus difficile de faire ça avec celui d'Anne, pour dire que ça se lit très bien, et de montrer aux personnes ce que peut apporter, tu vois, et à quoi sert la psychogénéalogie. Peut-être, je me dis, avant qu'on rentre dans des exemples, pour rester, alors c'est pas de la théorie, mais un tout petit peu dans le pratique. Souvent, on pose la question, en fait, comment ça se passe, tu vois, une séance. Est-ce que c'est quelque chose comme une analyse qu'on va faire pendant 10 ans, et se dire non, en fait, pas du tout. Toi, tu me disais, il y a des gens qui viennent une fois, et le travail est fait, et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Toi, tu prends le temps d'échanger, on va dire, avec la personne avant. Oui, déjà par téléphone une demi-heure. Ouais. Et ce que je trouve important, et la manière dont tu nous as fait travailler, et que moi j'ai vraiment gardé, c'est de se dire, on vient pas pour faire un arbre généalogique, on vient avec, j'aime pas trop ce mot d'objectif. Non, c'est la motivation. Qu'est-ce qui motive? Moi, je demande aux personnes, qu'est-ce qui motive votre venue? Parce que, vois-tu, venir travailler avec quelqu'un qu'on connaît pas, c'est très stressant. Donc, c'est courageux. Moi, je les félicite toujours pour le courage d'être là. Ou, elles sont aussi motivées parce que le mal-être est tellement puissant que elles voudraient vraiment le résoudre. Mais il y a toujours une motivation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux passer une demi-heure avant que je ne comprenne la motivation, puisque ce que je ne comprends pas, je ne peux pas aider. Et ça sera ma feuille de route, cette motivation. Les choses qu'elle va me dire, que j'annote, ça sera ma feuille de route pendant tout le temps. Je prends une ou deux motivations. Ah, n'en prenez qu'une seule. Ah non, cela, je suis sans berger. N'en prenez qu'une seule. Mais moi, j'en prends souvent deux, parce qu'elles sont liées. Donc, voilà. Et puis, à la fin, quand j'ai fini, on regarde par rapport à ce qu'elle voulait travailler, si ça a été travaillé, et comment on pourrait l'interpréter, les deux. Elle et moi, ou il et moi.
Et c'est également assez émouvant, très émouvant même. En fait, l'outil, c'est pas un arbre généalogique tel que, je sais pas, on peut le faire à l'école, avec ses grands-parents, etc. Et justement, c'est pas forcément remplir toutes les branches, avoir les dates partout, et même ne pas avoir peur d'y aller parce qu'on n'a pas besoin en fait de tout savoir. Ça va être important aussi. Et c'est surtout que, en fonction de la motivation de la personne, va être guidé le chemin, peut-être la branche qu'on va aller explorer sur l'arbre. Et cet arbre, enfin le génosociogramme, il est extrêmement riche, beaucoup plus riche en fait qu'un arbre généalogique, parce qu'on va aller y ajouter les liens entre les personnes, les paroles qui ont été dites, l'environnement dans lequel on vivait. Donc c'est loin d'être l'arbre généalogique classique comme on s'imagine. C'est pas du tout un arbre généalogique classique. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui font des arbres généalogiques, donc des généalogistes. Ça, c'est un métier. Pour compléter le mien, parce que c'était dans des endroits où je pouvais pas aller. Par exemple, j'avais pas le temps d'aller en province, en Argentine, d'où vient toute ma famille paternelle. Et puis, comme on est tous originaires d'ailleurs, parce que nous sommes tous des enfants d'immigrés, si c'est pas du 19e ou 20e siècle, c'est des 18e. Voilà. Les généalogistes, quand je leur ai montré le travail que nous faisons, m'ont dit « Mon Dieu, ce que c'est ennuyeux et pas clair ». Et moi, je trouve que leur travail est un ennui mortel. En fait, je te rejoins là-dessus. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin quand même. Et donc, j'ai un ami qui est un grand généalogiste, mais quand on s'échange, on rigole. Alors, d'abord, c'est un arbre généalogique subjectif. Et le leur est totalement objectif. Il y a juste les dates de mariage, de mort, voilà. Ça manque un peu de vie, je dirais. Tu totalement. vois, de petites histoires. Ouais. Alors donc, nous, c'est pas ça du tout. C'est un arbre généalogique vrai, mais sur lequel on rajoute toutes les choses qui sont importantes pour nous. Et c'est là où nous intervenons, c'est-à-dire qu'il faut choisir les choses les plus importantes, ce qu'on appelle essentielles. Tiens, ça me fait penser à Françoise Dolto, qui disait la vérité, parce qu'on travaille avec la vérité dans ce travail, la vérité est salvatrice, mais terrible, car il faut s'accepter tel que l'on est avec humilité. Et donc c'est un travail d'humilité que le nôtre. Vous voyez bien que c'est subjectif. On va à l'essentiel, disait-elle, on va à l'essentiel, mais sans être fier de soi. Et ça, c'est trop beau, quoi. Moi, je commence en général avec les deux phrases de Françoise Dolto qui disent ce qui est tu à la première génération, la deuxième la porte dans son corps. Ouais. Et c'était bien avant la psychogénéalogie, hein. Donc c'est bien ce que nous disons. Et c'est notre travail, quoi, que la deuxième la porte dans son corps, etc. Donc, je travaille beaucoup avec ces concepts, et par ailleurs, j'essaye que ça soit simple, mais fouillé quand même, et c'est à nous de choisir ce qui est essentiel, voilà. Parce que eux, ils voient tout. Et donc, ils voient tout au même niveau. Et nous, justement, ce que nous faisons, parce que nous connaissons notre métier, nous choisissons là-dedans ce que nous savons est le plus douloureux, le plus traumatisant. Par exemple, d'être orphelin, de la mort des parents, surtout à des jeunes âges, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on se remet jamais. Hein, ou la mère, ou les deux, si c'est un accident de voiture, les deux étaient dedans. C'est des traumatismes dont il faut parler. Et alors, nous, on a la chance d'être face à un tableau où tout est marqué. Moi, je sais pas comment font les thérapeutes quand elles entrent dans la vie des autres, parce que tout est tellement mélangé sinon. Alors que là, moi je leur dis pointez sur la personne dont vous parlez. Et puis nous on rajoute ce qui est comment on travaille avec l'inconscient. L'inconscient nous amène à choisir aussi ce qui est important pour la personne. Alors le plus beau du travail, c'est quand les inconscients se rencontrent. Alors là, on fait un travail magique. Mais sinon, c'est un travail qui est très beau parce que on va en train de nettoyer. On nettoie tout ce qui n'est pas essentiel. Ça, c'est notre travail à nous.
parce que nous, on accompagne la personne. Et donc, on travaille les deux. Moi, j'essaye de m'imaginer toujours comment était l'environnement de la personne. Je te pose plein de questions pour savoir. On apprend tout sur un arbre généalogique. L'arbre généalogique de la personne, subjectif, évidemment. Oui. Hein, enfin, parce que si j'ai une sœur qui vient ensuite travailler, c'est un autre arbre généalogique. Exactement. Qui n'a rien à voir avec le premier, ce qui est passionnant. Chose importante aussi, on travaille avec une personne. Enfin, c'est pas un couple qui va en même temps, ou une frère, une sœur. Enfin, c'est important, effectivement, que ce soit un travail seul et accompagné. Sauf en formation. Oui, voilà. Dans les formations, on travaille parce que chaque personne est utile pour tout ce dont la personne a oublié de parler et qui est riche de ramener. Alors, quelle est l'essentielle nécessité quand on fait cet arbre ? C'est les questions. Alors là, j'avoue que c'est un art, comme la thérapie est un art. Mais c'est vraiment de pouvoir poser la juste question qui va enfin permettre de tirer le fil rouge. Et alors là, il y a une compréhension par la personne de son histoire qui est très émouvante. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses sont reliées. Mais encore faut-il poser la bonne question pour que la personne puisse tirer ce fil rouge et dire « Ah oui, en effet, ça s'était passé ici, ça c'était comme ça. Ah, attendez. » Alors, dans les formations, c'est différent, on donne beaucoup moins de temps. Moi, les personnes 3h30, ou 2 fois 2 heures et 1h30, ça dépend de leur choix. Et puis, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que on donne beaucoup de temps au temps. Alors évidemment, après, c'est très fatigant. On est plutôt fatigué. Mais dans les formations, par contre, 2 heures, ça suffit, parce que tout le monde doit travailler. J'ai fait des formations de 12 et 14 personnes. Donc, comme tout le monde doit travailler, on a 1 an, certes, mais c'est tous les 2 mois. Donc, on a le temps de réfléchir, et puis, à la fin, moi, je laisse toujours aux personnes qui ont des choses à dire, qu'ils ont découvert, pouvoir le dire. Pouvoir dire, voilà, elle amène son arbre, et puis nous, on rajoute une demi-heure, quoi. Et puis, ce qui est important, c'est que, ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand toi, tu passes sur ton arbre, tu travailles, mais quand tu entends les autres passer sur leur travail, ça te fait travailler aussi. Donc, c'est différent que la consultation juste une fois, et je pense qu'effectivement, ça apporte autre chose. Par rapport à ce que tu disais, et je trouvais ça important d'insister là-dessus, c'est vraiment un travail de mettre de l'ordre, donner du sens. J'aime beaucoup, pour reprendre, on va en parler, d'une auteure que tu aimes beaucoup aussi, Annie Ernaux. La névrose de classe. Oui, et puis la place, en fait. Quelle place j'ai dans tout ça ? Quelle est ma juste place ? Comment s'expliquent les choses ? Et que c'est pas un travail juste, on pourrait dire, sur le passé. Ça a vraiment une vocation... alors encore faut-il être prêt, on peut en reparler aussi, mais libératoire quelque part, et ça permet d'être au final, tu vois, un peu plus soi. Oui, c'est un travail sur l'identité. Exactement. Définitivement sur l'identité. Et les gens, quand ils partent d'ici, une des choses les plus fréquentes, ils me disent « je me sens légère ». Et que c'est bon sur la feuille, c'est des feuilles très grandes qui sont sur un chevalet, que c'est bon de laisser tout ça et de poser tout ça en noir et blanc sur ce chevalet. Sinon, ils partent avec, comme ils sont arrivés avec. Et c'est lourd, parce que c'est surtout un travail sur les traumatismes. Oui, et là, cette légèreté que je ressens quand ils partent me ravit. Ah, que c'est bon, me disent-ils, d'avoir tout déposé sur cette feuille. C'est beau, ça. Ouais. Et ils partent avec leur travail, évidemment, qui leur appartient. Tu le disais, une grosse partie de ce qui joue, c'est lié à des traumatismes. Et notamment, donc je relisais les pages de ton livre, mais on va dire un point clé de tout ça, c'est le secret de famille, et ce qui est lié aussi à la honte, au final. Tout à fait. Parce qu'effectivement, alors, les choses évoluent, pour certains sujets maintenant, mais on va dire il y a 50, et si on remonte le temps, tout ce qui était quelque part jugé honteux, je trouvais ça intéressant aussi de dire jugé honteux, mais pas de dire c'est honteux ou pas, était soumis au secret.
Et à partir du moment où il y a ce secret, parce que les choses sont indicibles, c'est là où on rentre finalement dans le côté héritage, enfin, des traumatismes, et qui passe en fait d'une génération à une autre. Moi, je commence toujours avec le concept de Françoise Dolto. Dès qu'ils arrivent, les choses ne sont pas bien ou mal, elles sont joyeuses ou tristes. Et déjà, là, on réfléchit quelques minutes. Par exemple, avoir un parent qui a fait de la prison, qui a fait de l'hôpital psychiatrique. Tout ça, on parle pas, on le cache, hein, le maximum de temps qu'on peut. Et puis, puisque tout se sait finalement. Et alors ici, on enlève tout jugement. Dès qu'ils arrivent, ça les aide beaucoup. On peut parler vrai sans jugement. Et ça, c'est une autre des grandes qualités de la psychogénéalogie. Et donc, c'est merveilleux d'enlever la honte. Et quand elle dit quand Françoise Dolto dit les choses ne sont pas bien ou mal, elle disait quand deux personnes ne s'entendent pas, à une époque où on ne pouvait même pas en parler, qu'on ne peut pas s'entendre, on supportait tout. Hein, les femmes étaient mariées avec des hommes qu'elles n'avaient pas choisis, que des parents avaient choisis. Il n'y avait pas d'amour. Eh ben, elle disait quand deux personnes ne s'entendent pas et se séparent, c'est triste, ce n'est pas mal. Quand deux personnes communiquent, et elle rajoutait cette phrase que j'adorais, pas sur le temps qu'il fait. Donc c'était pas du bavardage, ça voulait dire. Mais communiquent de cœur à cœur. Et de cœur à cœur, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, c'est jouissif. Et moi, je suis tellement d'accord avec elle, parce que quand deux personnes sont en train de parler d'âme à âme et de cœur à cœur, on voit très bien, c'est extraordinaire. Et c'est pas bien, c'est une grande joie. Triste, c'est pour ça qu'elle disait, c'est triste ou joyeux. Elle disait, c'est joyeux. Et moi, je rajoute à ça, jouissif, parce qu'elle disait joyeux. Et donc, on enlève à chaque pas, on enlève la honte. Mais bon, on est quand même dans la vérité. Je veux dire, si on ne s'entend pas avec sa mère, on ne s'entend pas avec sa mère. Et d'ailleurs, nous mettons un trait rouge. Rouge, c'est pour ne pas s'entendre. Et vert, c'est quand les personnes, on les aime. Et ils nous ont apporté beaucoup. Oui, mais comme tu dis, le problème, c'est plutôt de ne pas rajouter de la culpabilité ou du jugement sur les choses, parce qu'au final, ça ne sert pas à grand-chose, à part peut-être à les empirer. Et que si on nous éduquait avec ces mots-là, triste et joyeux, plutôt que bien ou mal, je pense on enlèverait beaucoup de choses. Et on pourrait dire des vérités, la vérité. Parce que nous, dans notre travail, c'est la vérité qui compte. Voilà. Et les émotions. C'est-à-dire, c'est un travail qui est basé sur les émotions et la mémoire de l'inconscient, puisque l'inconscient, c'est tout. Alors, c'est très beau quand l'inconscient commence à se développer ici. Et tout à coup, la personne dit « Ah, mais ça, je me souviens maintenant, je comprends pourquoi. » Voilà. Et alors là, c'est magique. Oui, ce qui est, en fait, pour répondre aussi à une autre question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça marche. Et c'est que, comme tu le disais, déjà le fait de poser les choses en les écrivant, en les dessinant, en les disant, parce que tu insistes à chaque fois sur deux choses, c'est on dessine, mais on parle aussi. Ça a vraiment cet effet libératoire. Et puis, à partir du moment où tu commences à exprimer les choses, c'est là où l'inconscient, où les choses peuvent sortir et d'être dévoilées. Oui. Et c'est le fait là de parler. Et voilà, parler, et c'est pas simplement des mots, c'est comme tu l'as dit, c'est des émotions. Oui. Et c'est ça. Et que l'émotion puisse être exprimée. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on s'autorise souvent pas d'être ému, en fait, sur les choses. Mais ça marche pas s'il n'y a pas d'émotion. Et en plus, c'est... comment pourrais-je dire ? Quand il n'y a pas d'émotion, rien ne se passe. Et c'est désolant. Pour la personne et pour moi. Parce que c'est trop beau quand quelque chose se passe qui est important pour la personne. Je donne beaucoup d'exemples dans mon livre « L'héritage invisible ». Et donc, c'est vraiment important, les émotions.
Là, j'ai travaillé, c'est comme ça qu'on peut travailler. Je travaillais avec un informaticien pur et dur. Je me suis dit, oui, aïe, aïe. Tu les connais bien en plus. Oui. Ben, tu sais, quand tu fais du recrutement, tu vois un peu tout le monde. Et alors, donc, et puis j'ai entendu, pendant qu'il dessinait, dans sa voix, nous étions à ses 12 ans, hein, non, je ne sais pas. Dans sa voix, j'ai entendu quelque chose qui était ému. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Et il me dit, bah, quand j'avais 12 ans, mon père est mort. Ah, et il n'avait pas fait son deuil. Ah, je lui dis, alors, on peut en parler? Et j'ai vu ses yeux mouillés, et il m'a dit oui. Et il avait, je sais pas moi, une 50aine d'années. Hein. Et donc, il a vécu avec ce deuil de 12 à 50 ans, ou 49 ans il avait. Bon. Et c'était super parce que il a pu me raconter. Vous imaginez que on peut pas raconter ça avec des amis, on raconte pas ça avec ou à la raconter une fois, mais peut-être que c'est dû aussi à la compréhension et à mes connaissances, parce que je sais ce que souffre. On travaille tout en psychogénéalogie, donc je suis toujours en train de lire et je sais la souffrance non dite et non reconnue des orphelins et des adoptés aussi. Et puis alors à ce moment-là, on peut en parler. Sur l'homosexualité aussi, j'ai eu quelqu'un qui est venu et qui avait honte de son homosexualité parce que son compagnon, lui, n'était pas honte du tout. Alors ça les menait à des situations qui n'étaient pas faciles. Alors on a parlé d'homosexualité, on a parlé de beaucoup de choses. Quelquefois ils partent avec des articles justement sur ces sujets. Et puis sur tout, on peut parler de tout, mais pour ça il faut soit avoir l'expérience personnelle, soit aller la chercher. Donc c'est ça qui rend ce travail si riche, parce que quand on se sent compris, alors ça change tout. On peut en parler. Voilà. Et ça te parle? Oui, tout à fait. Et autre sujet important, et ça a été vraiment une grande découverte. Quand j'ai fait la formation avec toi, c'était, on a beaucoup parlé du deuil et du sujet du deuil, et surtout de pas le relier simplement à la perte. Alors simplement à la perte d'une personne, mais de se dire qu'en fait des deuils on en vit au quotidien, beaucoup en entreprise, quand on est licencié, si on change de manager, si on est mis dans un placard. Exactement, ça peut être lié à la maladie, je pense par exemple au cancer du sein. Terrible. Moi je me suis interrogée, tu vois, sur mon épaule où j'ai pas forcément, tu vois, la même flexion, etc. qu'avant, et de se dire que en fait ça c'est des choses qu'on prend pas le temps de processer, mais c'est simplement là, c'est un outil, processus. Tu sais. La psychogénéalogie est un processus. Je t'interromps parce que c'est important de le dire. La psychogénéalogie est un processus et le génosociogramme est son outil. C'est pour ça qu'on ne peut pas être psychogénéalogiste. C'est un processus. C'est pas un métier. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir pour faire leur arbre généalogique. Je pense à quelqu'un qui était là cette semaine. Et je leur dis, je pense pas que ça va résoudre le problème, hein, parce qu'on passe pas beaucoup de temps pour ce que vous êtes en train de porter en vous. Et elle me dit, on m'avait recommandé de venir vous voir pour ça, mais j'ai dit, je fais aussi des entretiens. Alors elle m'a dit, c'est vous qui décidez. Donc on a décidé, et là on a fait un magnifique travail sur l'inceste. Et en effet, je passe pas des heures, hein, je peux pas passer des heures, c'est un autre objectif. Et je lui dis de temps en temps, et dire que, parce que là elle vient depuis 6-7 fois, dire que vous vouliez qu'on fasse, parce que quand je vois les personnes, c'est 1h30 tous les 15 jours. Et alors je lui dis qu'est-ce qu'on a bien fait de rester sur le problème que j'ai tout de suite compris. Identifié, et elle était, son corps là, elle a dû aller voir un ostéopathe, hein, elle a un bon ostéopathe, et très bon. Parce que ça lui a donné tout de suite des douleurs. Et j'aurais pas eu le temps avec ça. Donc c'est pas pour tout le monde. Il y a des fois où les entretiens, c'est beaucoup plus riche. Et puis ça permet à la personne d'accepter des choses inacceptables. Donc il faut savoir aussi, c'est à ça que servent mes demi-heures d'entretien avant. Et je lui ai dit, quand elle m'a téléphoné pour faire ça, je lui ai dit, je suis pas sûre. Hein. Non, je suis pas sûre du tout. On va essayer une fois. Et puis après, si on en a besoin, on y vient. Mais voilà, c'était de ça aussi dont je voulais parler. Non, mais comme tu le dis, c'est un outil. C'est un outil. C'est très puissant. Oui.
C'est un de mes outils les plus puissants. J'en ai d'autres, heureusement, j'en ai 2 très très puissants. C'est un outil très puissant. Pour revenir au deuil... Oui, qui est essentiel. Oui. Nous avons tous des deuils non faits. Des deuils non faits et deux concepts importants, je trouve. Enfin, la courbe, la fameuse courbe, qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre que tu as écrit avec Anne, qui fait un espèce de V. C'est comme ça qu'on a fait ce livre, tu sais. Moi, c'était le livre, c'est la courbe des coachs, parce qu'elle est un petit peu différente d'Elisabeth Kubler-Ross, qui, elle, accompagnait des mourants. Des mourants, oui, en face terminale. Donc, elle est un petit peu différente, surtout la fin. Mais elle est inspirée de sa courbe à elle. Et donc, Anne venait dîner un soir, et elle voit la courbe. Elle regardait toujours les papiers que j'étais en train de faire dans ma formation de coaching et autres. Et elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui dis, c'est la courbe du deuil. Ah, elle me dit, c'est pas dans mes livres. Il va falloir qu'on le mette dans mon prochain, dans le livre que j'ai écrit, dans le prochain, je suis en train d'écrire un livre, on va le mettre là-dedans. J'ai dit, très bien. Et puis, donc, on s'organise, on s'en prend un rendez-vous pour ça. Et puis, c'était, alors, elle l'envoie à son éditeur, et il y avait quand même 19 pages. Elle voulait le mettre à la fin du livre, comme, Et puis, 19 pages, et il répond, vous rajoutez 100, et on fait un livre. Et c'est comme ça qu'on a sorti du deuil. Et qui se lit aussi, encore une fois, très très bien. Et à lire, pas uniquement pour le deuil en tant que tel, mais pour les pertes, et de se rendre compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps, où on doit passer par des phases et respecter ces phases-là. Et l'autre chose qui m'a beaucoup inspirée et parlé aussi, c'est là ce concept de tâche inachevée. Oui. En fait, qui nous habite. Qui nous habite. Et donc, tant que... Comme Anne disait, que nous étions des rumiants. C'est-à-dire que, que nous sommes des rumiants parce que tant que le deuil n'est pas achevé, on y pense tout le temps. Et si nous, on n'y pense pas consciemment, inconsciemment, il nous habite et nous enlève énormément d'énergie. Exactement. Et aussi la possibilité de faire des projets autres. Et donc, c'est un travail très intéressant et qu'on ne peut pas ne pas faire, qu'il faut faire. Je passe beaucoup de temps sur le deuil avec vous, tous, parce que j'ai trouvé que beaucoup de thérapeutes n'ont pas cette connaissance-là, approfondie du deuil, et pas tellement des phases, parce que ça, il suffit de lire Elisabeth Kubler-Ross ou d'autres livres sur le deuil, mais surtout sur les pertes. Les pertes sont permanentes, quelquefois quotidiennes. Il y a la perte, toutes les maladies, et puis un peu la perte ça peut être de son chat ou de son chien, ce à quoi on donne une énorme importance, et qui, ça peut être quelqu'un comme la nounou, quand la nounou part, et si on est très attaché à la nounou, j'ai mis un exemple dans mon livre, où il a fait un énorme vers, j'ai jamais vu un vers plus important, qui est l'attachement. Et combien la personne a été positive dans notre vie, et notre développement. Et voilà, ça c'est très important de pouvoir inclure tout ce qui est à l'extérieur de nous aussi. Donc ça c'est passionnant. C'est très complet la psychogénéalogie. Jamais un généalogiste ne mettrait les personnes auxquelles nous sommes attachés et qui n'ont pas de lien de sang qui n'ont pas de lien de sang, alors que nous toujours. Donc c'est très riche. C'est beaucoup de choses. Les personnes souvent disent, jamais j'ai imaginé que j'irais jusqu'à tellement loin. Parce que ça peut être aussi des amis, par exemple. J'ai un jeune qui est venu, et qui est venu, il avait 38 ans, et qui est venu et qui m'a dit, tous les week-ends et tous les étés, jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à mon bac, je les ai passés chez la meilleure amie de ma mère. Ah, je lui ai dit, elle était mariée? Oui. Elle avait des enfants? Non. Et pourquoi? Parce que là, j'existais. Donc, on ne pouvait ne pas mettre cette femme qui l'a fait exister pendant 18 ans. Mais ça peut être d'autres choses. C'est tout ce qui a de la valeur pour nous, dans notre identité, qui a fait notre identité aussi, et là-dedans. Et dans ce concept que nous incluons aussi, nous incluons également toutes ces données
qui sont importantes, mais qui peuvent, et ça leur fait du bien d'en parler. Et aussi de retrouver quelqu'un dans leur généalogie qui est positive, qui est souvent, c'est une grand-mère, et qui leur a apporté ça et ceci. Et nous mettons aussi, si c'était une bonne, par exemple, je leur demande de les décrire. C'est une bonne c'est une bonne cuisinière. Elle nous faisait des petits plats. Elle sentait bon, etc. Et tout ça vous replonge dans la vie dont on parle plus. Ça peut être une arrière-grand-mère. Et c'est très intéressant. Et quand ils retrouvent tout ça, ils sont tout sourire, ils sont tout contents de pouvoir vous la décrire. Et ça vous dire pourquoi elle a été tellement importante dans leur vie, quoi. Oui, parce que c'est ça qui est aussi important de souligner. Alors même si on peut en venir à aborder des sujets graves, tristes, tout ce qu'on nous transmet n'est pas négatif. Bien au-delà de ça, il y a plein de positifs aussi, et de s'en rappeler. C'est peut-être ça le souci. C'est important. Tu disais, on rajoute, des personnes qui sont pas forcément de lien de sang dans l'arbre. Moi, je me rappelle aussi d'une séance où on a parlé de maisons. Tu sais, oui. De maisons, de meubles. Et que ça, c'est aussi, la maison, c'est aussi un élément important. Surtout dans certains pays comme l'Italie. J'ai donné des formations à Bologne. Et là, il y a souvent des problèmes de maison, dont on a hérité, dont on n'hérite pas, etc. Et alors, je la fais dessiner, la maison. En haut, parce que si l'arbre monte de la feuille, en haut, par exemple, à gauche, et j'apprends des choses extraordinaires. Là, j'en ai fait une il y a pas longtemps qui était merveilleuse. C'est quelqu'un qui a fait construire pour ses parents. Elle a réussi dans la vie, et c'est une famille extrêmement pauvre, et qui a fait construire. Quand ils sont arrivés en France, ils sont algériens. Quand ils sont arrivés en France, ils étaient dans un bidonville, à Saint-Étienne, je crois. Et donc, elle a fait des études remarquables, très intelligentes. Et elle a fait construire, quand elle a finalement eu tout ce qu'elle voulait, elle a fait construire une maison pour ses parents. Et je lui ai dit, il y avait telle fierté dans sa voix, hein, maison avec jardin et tout. Et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez la décider? Oh oui, me dit-elle. Et elle a décidé une maison superbe, avec un jardin, et je lui dis, et bon, on continue, et vous? Jamais j'aurais pu m'installer aussi bien que je le suis aujourd'hui si j'avais pas fait ça pour mes parents. C'était magnifique. Ça a ouvert plein de portes. C'était admirable. Elle a dessiné les arbres, elle a pris un plaisir dans son dessin de la maison qu'elle a pu acheter pour ses parents, alors qu'ils étaient tellement pauvres. Hein? Elle est arrivée à ça. Elle a mis du temps, hein. Mais c'était magnifique. Les maisons nous amènent à beaucoup de choses. Une autre maison aussi qui a mal, c'est que ça c'était avec une Italienne, et elle m'a raconté que le père un jour décide que la maison. Alors d'abord la maison était occupée les étés. Hein. Alors les étés, elle et son mari n'avaient pas d'enfants, donc c'était toujours les deux autres sœurs qui avaient des enfants, qui choisissaient le moment, hein, l'époque. Et donc on a travaillé ça, je lui fais dessiner la maison, et 3 étages, je lui demande tata, et alors elle me décrit la maison, et elle la dessine, ok? Et puis, à un moment donné, le père dit, je vais vous léguer la maison, elle va être à vous 3. Quel étage tu veux? Elle a tout de suite répondu, le 3e, avec ma porte d'entrée à moi. Les autres sœurs, elles savaient pas quoi répondre. Elles ont mis un ton fou, elles ont eu ce qui restait, elle a eu ce qu'elle voulait, parce que c'était tellement clair dans sa tête où elle voulait loger avec son mari, que ça s'est fait à un clin d'œil. Le père a dit très bien. C'était la seule qui savait. Donc, c'est parler de clarté tout à l'heure. Oui, les choses deviennent claires pour nous. Oui, et puis en fait, ça nous aide à mieux vivre ou à aller dans la direction qu'on souhaite. Et qui n'est pas ce qui reste que les autres ne veulent pas. Exactement. Ce qu'elle avait jusqu'à là. Oui, d'être encore une fois, maître de ses choix et de ce qui nous arrive. Ouais.
je réfléchissais à peut-être encore un thème qu'on pouvait aborder. La névrose de classe, venir. Ouais, parce que encore une fois, ton livre est extrêmement riche et l'idée c'est pas de lire ton livre ici, mais je trouvais que d'expliquer un peu ce qu'était la névrose de classe, ça pouvait être intéressant. Est-ce que tu as peut-être un exemple dans les gens que tu as suivis? Est-ce qu'on prend sinon comme exemple la vie d'Annie Ernaux, tu vois, où avec son livre, elle explique. En fait, tout le monde... Alors, c'est d'abord quand on monte ou on descend de classe. Alors, quand on monte de classe, je donne plusieurs exemples. Par exemple, c'est un médecin dont les parents sont manutentionnaires et femmes de ménage dans une usine. 5 enfants. Et les 5 enfants, celle qui a fait les meilleures études, elle est secrétaire. Et lui, il est médecin. Alors déjà, vu le contexte, lui, quand il est médecin, il se marie avec une enseignante. Donc toute la famille, ce sont des enseignants. Donc dès elle rentre dans cette famille, la famille le corrige tout le temps, que c'est pas bien dit en français, que ceci, que cela. Ouais. Et ils installent donc alors que ils auraient dû être fiers d'avoir un gendre qui est médecin. Oui. Eh ben non, ils se moquent de lui, etc. Alors lui, pendant les dîners, pour qu'on se moque pas de sa façon d'être, ou de faire, ou de dire, il prend son journal et il lit son journal. Comme ça, on lui fout la paix et il est caché derrière son journal. Mais sa fille, qui est venue travailler, disait, c'est pas que là que ça l'a embêté, parce que ses enfants l'adoraient. 5 enfants. C'est pas que là. Également dans son hôpital. Parce que quand il était très intelligent, il aurait mérité d'avoir des promotions. Mais quand il allait les demander, il savait pas comment. Il n'avait pas une communication aisée. Il n'avait pas la façon de demander quelque chose. On l'appelait l'ours mal léché dans son hôpital. Et il n'a pas eu les promotions auxquelles il avait droit. Donc voilà, ça, c'est triste. Mais quand on monte, souvent, on n'a pas les codes qui appartiennent. C'est ce qu'a fait Annie Ernaux. Sa mère l'a mis dans une école. Au lieu de la mettre comme toutes ses cousines dans une école publique, elle l'a mis dans une école privée parce qu'elle voulait pas que sa fille ait le même destin que elle. Et elle était, ils avaient acheté une épicerie avec son mari, mais lui était fils de ferme, il travaillait à la ferme, et ensuite il a travaillé à l'usine, c'est là où il a rencontré sa femme, et les deux ne voulaient pas il faut lire tout Annie Ernaux, c'est des petits livres absolument fabuleux, et je suis trop contente qu'elle ait eu le prix Nobel de littérature, parce que moi je la suis depuis, une éternité. Je l'ai découverte un jour dans une bibliothèque, alors c'est pour vous dire. Et je me suis dit ça, il faut que je l'achète quand je rentre à Paris. La place. Je vous recommande La place et les armoires vides. Remarquable. Tout ce qu'elle écrit. Je les ai tous. Sauf celui de photos que j'ai pas aimé, mais sinon je les ai tous. Et alors elle, évidemment, elle a une névrose de classe parce que elle se situe pas entre ceux où elle est née, parce que sinon ça lui permettrait pas il faut dire qu'elle a été remarquable en études. Et qu'elle était la première de sa classe, alors que c'était dans une école de bourgeois. Oui, mais elle n'a pas les codes, en fait, dans cette école. Alors, la maîtresse, quand elle répondait à une réponse, la maîtresse disait « Oh, c'est pas comme ça qu'on le dit. » Hein? Bon. Donc, elle n'avait pas les codes. Donc, elle a beaucoup souffert pour acquérir ces codes. Et après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'elle en devient en décalage aussi avec ses parents. Et c'est comme si elle était nulle part à sa place, en fait. Voilà, exactement. C'est ce qu'elle explique très, très bien. Très, très bien. On ne peut pas écrire mieux, d'ailleurs. Non. La névrose de classe, si on veut la comprendre. Mais également, les personnes qui descendent. Parce que vous pouvez perdre votre fortune, vous pouvez perdre votre argent, etc. Vous devez déménager, vendre votre maison, etc. Et ils vont dans des quartiers où on n'est pas très raffiné, comme eux peuvent l'être. Et alors, ils sont la risée de tout le quartier, qui dit, mais tu as vu comme elle prend sa tasse, et tu as vu son petit doigt, et puis tu as vu ceci. Alors, ça aussi, vous avez une névrose de classe parce que vous n'êtes pas à votre place. Et donc, ils sont pas bien.
Donc, les gens ne pensent que quand on monte. Non, quand on descend. Mais quand on aussi. descend, oui. Et puis, oui. Et comment on fait pour résoudre ça, en fait, quand on quand on s'en rend compte? C'est difficile, hein, parce que je pense qu'on travaille sur l'identité énormément. Parce que quand on est soi-même, ou quand on est comme Carl Gustav Jung, qui connaissait très bien aussi, comme Françoise Dolto, la psychogénéalogie, sans que ça s'appelle comme ça, quand on devient un individu à part entière, je pense qu'on s'en fout. Mais est-ce que c'est facile? Non, parce que on met un temps fou à grimper. Et c'est des efforts surhumains. Mais je pense que dans l'individuation, il y a un moment donné où on se comprend pas, on s'accepte tel que l'on est. Oui, où le regard des autres finalement n'a plus d'importance. C'est de la validation intérieure en fait. On s'auto-valide quelque part. Mais non, on vit comme on est. Ouais. Et puis, si ça leur plaît pas, tant pis. Et s'ils se moquent, tant pis. On sait qui on est. Donc lui, il parle beaucoup d'individuation, mais c'était un homme remarquable. Pas assez travaillé. Moi, je suis très jungienne, et Anne était très freudienne. Alors, on avait des petites choses comme ça, sur lesquelles on avait des discussions marrantes. Mais après, c'est peut-être pour ça que vous vous complétiez aussi dans l'approche. Oui, et dans la simplicité d'écrire aussi. Parce qu'elle pensait que tout le monde savait. J'ai dit non, c'est pas parce que vous savez, Anne, que la personne sait. Et donc, quand on a écrit Sortir du deuil, ça a été rude par moments. Parce que moi, je voulais un mot simple. Tout le monde connaît. Non, Anne, tout le monde ne connaît pas. Donc, je lui ai fait faire 2 tests avec 2 de mes amis qui étaient une était écrivain et en plus, elle écrit dans Psycho Magazine, c'est elle qui faisait les commentaires sur les livres. Et donc, voilà. Un petit peu d'habitude. Donc, j'ai pris 2 personnes qui étaient, voilà. Et je lui ai prouvé qu'en leur téléphonant, que non, elle ne connaissait pas ce que Anne disait que tout le monde connaît. Donc, nous avons pu écrire comme ça un livre plus simple. Peut-être une ou 2 choses, et puis après, je pense qu'on pourra aller vers la fin. J'avais noté 2 choses. Alors, ça lié aussi à la névrose de classe, c'est ce qu'on appelle la double contrainte, et que ça, c'est quelque chose, je trouve, quand on en prend conscience, qui nous fait souvent beaucoup souffrir. Et juste de poser un mot là-dessus et de comprendre justement que c'est 2 contraintes, mais qui sont quelque part opposées. C'est irrésoluble. Et puis, c'est comme ça qu'on devient fou. Si on veut rendre quelqu'un fou, on le fait vivre dans la double contrainte. Parce qu'il n'y a pas de choix. Et d'abord, ça ne veut rien dire, une double contrainte. Pour la personne, c'est pas inhérent j'ai mis 2 exemples de double contrainte dans le livre en bas de page. C'est-à-dire qu'on vous dit, tu es très très beau, je t'aime, et puis 5 minutes plus tard, tu es moche et je te déteste. Alors, l'enfant, il sait pas du tout où se mettre. Il y en a un que j'ai mis qui était, je serai plus disponible, mais totalement absent. C'est une double contrainte. Par exemple, j'ai un enfant qui parle à un parent en lui demandant d'être plus disponible. D'accord, je serai de plus en plus disponible, je serai totalement disponible, mais de plus en plus absent. Alors, on pense quoi, là? Qu'est-ce qu'on résout par rapport à la demande? Rien. Non, et puis je pense qu'on... Et en plus, on crée encore plus de problèmes. La double contrainte est difficile à vivre. Et tellement difficile que on peut en devenir schizophrène. En anglais, ça s'appelle double bind. Donc c'est très intéressant, doublement. Lié. Oui. À la fin de ton livre, tu parles des enfants invulnérables. Ah, j'adore, c'est mon chapitre préféré. Est-ce que tu peux, on va pas tout dévoiler, mais nous dire, qu'est-ce que tu désignes en fait dans ces termes-là, et puis. Ce sont des enfants qui sortent d'un milieu difficile, plein de justement d'hôpital psychiatrique, etc., et qui s'en sortent quand même et deviennent adaptables et bons élèves déjà quand ils vont à l'école, et ensuite ils réussissent leur vie. Et ça, moi, je trouve ça génial, parce que ils n'ont pas eu d'environnement porteur, comme on dit, et malgré ça, ils se font une vie. Alors, il y a toute une étude qui a été faite sur eux, et que j'aimerais que les personnes puissent le lire,
parce que ils avaient rien pour réussir, rien, et ils ont tout. Mais ils ont un caractère très spécial, c'est vrai. Et moi, je suis en admiration parce que avec les gens que je vois ici, il y en a qui ont eu rien et qui ont fait des choses extraordinaires. Et pour moi, c'est des enfants indestructibles. Et je les félicite tellement. Je suis admirative de leur. Je voulais te donner un autre exemple, parce que on vient aussi me voir pour des maladies. Et donc, j'ai eu là, récemment, une jeune femme, une quarantaine d'années, qui a 4 enfants, et qui est venue parce que elle avait, c'est une famille très catholique, elle est intelligemment, je pourrais dire, mais les parents étaient totalement ce que nous appelons catho-catho. Et alors, il y a plein de règles et de choses. Et elle a, depuis toujours, dans la gorge, un nœud qui l'empêche de respirer, et même par moments, elle étouffe. Et alors, elle me dit que c'est ça qu'elle veut travailler. Donc, je lui dis, ok, on y va. Et je sais pas du tout, je sais jamais si on va obtenir un résultat ou pas. Et elle m'a amené le livre aussi qu'elle avait lu. Et on travaille. Et puis tout à coup, quand elle part, elle dit, ça y est, ça s'est ouvert. Et non, je comprends le concept de perlaboration dont vous parlez. Ah, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, vous savez, je l'ai travaillé tellement, mais tellement, comme vous l'expliquez, c'est à chaque fois à des niveaux différents, jusqu'à l'explosion finale. Et elle me dit, je viens de vivre l'explosion finale, c'est génial. Et elle l'avait travaillé, elle avait une quarantaine d'années, elle l'avait travaillé avec plein de thérapeutes, mais chaque fois c'est un niveau différent, comme j'explique aux personnes qui me disent, encore je vais travailler ça. Je dis, oui, nous allons le retravailler, mais chaque fois c'est un niveau différent. Ça s'appelle la perlaboration. Et je le cite dans mon livre. C'est un concept passionnant, très peu connu, où à chaque fois qu'on travaille quelque chose qui nous perturbe, c'est toujours à un niveau différent. Donc il faut avoir beaucoup de patience quelquefois dans notre boulot. Exactement, ouais. J'avais l'image un peu des couches de l'oignon, tu sais, qu'il faut... ah oui, moi j'ai des perles qu'on enfile. Des perles qu'on enfile, oui. Ça marche aussi. L'important, c'est qu'on se comprenne. Oui. Est-ce qu'il y avait encore autre chose dont tu avais envie de parler, Evelyne? De toute façon, on pourra refaire d'autres épisodes, hein, non, mais... Ça suffit, très long. Mais le problème, s'il y a un problème avec ce sujet, la psychogénéalogie, c'est qu'on aborde tout. Donc, il n'y a pas de limite. Oui, on pourra en parler pendant des années. Parce qu'il n'y a pas de limite, et c'est des exemples de vécu avec ces personnes qui viennent à la psychogénéalogie, qui nous apportent un grand bonheur, quoi. Quand ça marche. Parce que de temps en temps, comme on m'a demandé lors de l'entretien qu'on a eu à France Inter, est-ce que ça marche toujours? Non, ça marche pas toujours. J'aime bien, moi, la vérité. Ça marche pas toujours. Parce que si la personne est sans émotion, ça marche pas. Voilà, je voulais aussi dire la vérité, quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qui marchent toujours? Je pense que, non, c'est comme quand tu vas voir un médecin, tu sais pas, t'es guéri, tu vois, à chaque fois, donc. Non. Et ça peut prendre aussi du temps. Ça peut être 2 mois, 3 mois après, hein, que tout à coup, ça marche. C'est pour ça qu'il faut, parce qu'il y a toute une digestion à faire. Mais c'est très intense comme travail, mais très très intense. Il faut que la personne aussi ait le temps après qu'elle comprenne peu à peu tout ce qui s'est fait. Et puis les connexions qu'elle fait. Quand elle était petite fille, elle entendait ça qu'elle ne comprenait pas. Maintenant, elle le comprend. Et puis, ensuite, une autre. Il faut laisser beaucoup de temps au corps de comprendre. C'est rarement, comme l'exemple que je viens de donner, c'est pas toujours de cette intensité-là. Non, et puis je dirais l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a quelque chose qui se passe, mais après, faut le digérer. Et moi je l'ai vu. Ça se met en place dans le temps. Dans le temps. Et ça, il faut comprendre. Il y a toute une digestion à faire parce que c'est très intense. Oui. Des deux côtés. Voilà. Merci beaucoup,
Evelyne. Encore une fois, je mettrai, de toute façon, je fais toujours un petit article à côté de l'épisode où je mettrai toutes les références dont on a parlé, dont tes livres que je conseille. On n'a pas parlé des 4 plaisirs par jour au minimum. Non. Le minimum, c'est très important parce qu'en fait... Mais finissons par une note extrêmement positive et puis dis-nous quelques mots sur ton ouvrage 4 plaisirs par jour. En fait, nous avons plein de plaisirs. Mais les gens déjà me disent, par exemple ceux qui ont un cancer, 8, parce que c'est des personnes qui sont assez frustrées. Et on a découvert, enfin c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un grand oncologue, Simonton, qui est américain. Donc il faut le lire parce que en fait on a plein de personnes qui me disent ah non, le plaisir c'est pas pour moi, c'est pour les gens riches, c'est pour les gens qui sont en couple, c'est pour ta. Et donc j'ai donné des exemples sur ça. En fait on en a plein, mais il faut se poser, ne pas aller trop vite et les déguster et savoir qu'on peut se le permettre tous. Voilà. Et ça c'est un livre qui m'a donné beaucoup de joie à écrire. Voilà, c'est une philosophie de vie qui marche. Alors elle simplement, si la personne le veut, elle peut. Et donc, je vais faire une liste de 30 plaisirs. Alors déjà, le chiffre de 30, ça fait peur. Ça met tout le monde en panique. Et puis le travail pour la fois d'après, de venir me voir. Mais souvent, je l'introduis dans psychogénéalogie quand nous avons un petit peu de temps. Mais là, c'est de plus en plus difficile parce que comme ça s'approfondit, plus on le pratique, la psychogénéalogie, plus ça devient riche. Alors, j'ai plus tellement de temps maintenant pour faire de... Mais sinon, c'est du pur bonheur, quoi, qu'on peut s'apporter et qui fait un bien fou au corps. Le corps a absolument besoin de plaisir. Et encore plus de nos jours. Et pas besoin, je pense que c'est ça qui est important et peut-être souvent ce qui fait peur aux gens dans cette liste de 30 plaisirs, c'est de tout de suite s'imaginer des choses exceptionnelles, alors qu'en fait un plaisir il peut être très simple, très fugace. Ça peut être prendre un café à une terrasse. Exactement. L'autre c'était, ça peut être encore plus simple que ça. Et il y a des plaisirs gratuits comme se prendre un bain. Ça dépend des personnes, ce qu'elles aiment. Donc il faut trouver quelques plaisirs gratuits, des plaisirs qui sont pas plus chers que ça, et puis ensuite quelques grands plaisirs à moyen terme et à long terme. Et puis c'est des questions à poser évidemment, avec qui, quand, etc. Parce qu'il faut pas que ça reste un rêve, il faut que ça soit pratique. Et donc si les personnes me répondent dans 6 mois, c'est très bien, mais déjà ils ont un but. Et je donne l'exemple de cette femme qui est venue, elle avait un cancer, et elle est venue travailler justement en psychogénéalogie, et on lui demande sur un long terme, on va travailler les plaisirs, et celui-là c'est à long terme. À long terme, elle a dit, j'aimerais aller en Égypte, mon mari et moi on voudrait aller en Égypte, et puis, alors vous le feriez quand? Dans 4-5 ans, parce que mes enfants sont trop petits, il faut que je les laisse à mes parents, et ils sont fatigants pour le moment pour mes parents. Alors, la fois d'après qu'elle vient, un mois plus tard, quand elle revient, elle dit, ça y est, mes parents peuvent les prendre dans 2 ans, pas du tout dans 5. Ensuite, ils ont dit que c'est tout à fait possible, ils sont tout à fait d'accord, et mon mari et moi, on a déjà un genre de boîte où nous mettons l'argent pour dans 2 ans. Et puis, dit-elle, nous sommes allés à une agence, tout ça en 1 mois. Nous sommes allés à une agence pour avoir tous les dépliants, pour décider, et dans 2 ans, nous partirons. Si vous saviez ce que ça lui a fait comme bien au corps, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est de ça dont traite le livre. Et le corps a besoin de ça. C'est pas grave si le projet est lointain. Et au contraire, c'est génial, parce que le corps, il pense tout le temps. Donc ça amène des guérisons fabuleuses, et ça commence par la guérison. Comment est-ce que ce concept est né? Grâce à Simonton, qui a vu une guérison extraordinaire que je vous raconte pas, comme ça vous la trouverez dans le livre. Voilà. Parce que sinon ça va être trop long. Merci Evelyne pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis écoute, on va les manger, nous, parce qu'il est déjà bien tard. Oui, j'imagine. Je sais même pas quelle heure il est. À bientôt, merci Evelyne. Merci beaucoup.
Un immense merci encore à Evelyne pour cet échange. Tu as maintenant un bon aperçu de ce qu'est la psychogénéalogie, comment elle se pratique, à quoi elle sert. Tu trouveras un minutage détaillé avec les grandes lignes de l'épisode, ainsi que toutes les références, livres, noms des personnes citées, etc., dans la description de cet épisode, et un résumé beaucoup plus détaillé sur mon site. Pour soutenir ce podcast, tu connais la chanson, laisse 5 étoiles et un commentaire sur ton appli préférée. Enfin, si tu as des retours, des questions, ou simplement que tu veux nous dire merci, m'encourager, n'hésite pas à m'écrire via LinkedIn. C'est mon canal de communication privilégié. Il suffit que tu tapes mon nom et mon prénom, Hélène Cunet, et tu me trouveras sans problème. Et si ce n'est déjà fait, sache que cet épisode est la deuxième partie de mon échange avec Evelyne. Pour découvrir son riche parcours, il te suffit de revenir à l'épisode précédent. À bientôt pour la suite où je t'inviterai à commencer à explorer ton histoire familiale.